Bonjour à tous et bienvenue. On va encore attendre une toute petite minute, juste, le temps que les personnes s'inscrivent parce que je vois le compteur, d'arrivants qui augmente chaque seconde. Et puis on démarrera, avec vous cette session sur les impacts organisationnels. La session est enregistrée. Il y aura un replay qu'on vous enverra, après. Vous pouvez poser, vos questions, au fur et à mesure de la présentation dans Q&A. Alors il y a les conversations qui sont ouvertes et Q&A, mais utilisez plutôt le Q&A pour que nous, on puisse, l'administrer facilement. Si vous voyez plusieurs fois la même question ou si vous voulez poser la même question que quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à liker, comme ça la fait remonter dans l'ordre des priorités, pour qu'on puisse les adresser, plus facilement. On va faire à peu près 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Voilà. Eh ben, il est 9h01 et vu que vous êtes déjà plusieurs à être arrivés, on va commencer pour pas vous mettre en retard. Donc aujourd'hui, on est ravis de faire ce 1er webinaire, Reality, avec vous, pour discuter d'une thématique qui nous est chère, dans la société, sur lesquelles on développe, des projets, autour de la question de l'impact organisationnel, qu'on va définir bien entendu juste après, et en quoi ces impacts organisationnels sont des leviers de décision en santé. L'évaluation économique aujourd'hui, elle est beaucoup, drivée et orientée, par les évaluations coefficacité ou co-utilité, au sens de la Haute Autorité de Santé. Mais les impacts organisationnels, on va le voir, ce sont d'autres éléments, de discussion dans la démonstration de valeur, des produits de santé, dans la démonstration et la quantification de l'impact, économique et ces impacts organisationnels peuvent être des leviers de décision à plusieurs niveaux, au niveau national comme, au niveau, local et auprès des acteurs de santé. Donc, avec moi ce matin, donc moi je suis Sandrine Bourguignon, excusez-moi, je ceux qui me connaissent savent que je vais en général straight to the point, donc je commence. Je suis Sandrine Bourguignon, chez Economies de la santé, récemment diplômée, PhD en santé publique, mention économie de la santé, fondatrice de la société, Reality. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le secteur et pour co-animer cette session avec moi, je serai, assistée d'Hélène. Je te laisse te présenter, Hélène. Bonjour à tous, donc je suis Hélène, je suis directrice évaluation et market access chez Rewality. Donc moi, je suis pharmacienne de formation spécialisée en économie de la santé. Je suis PharmD, mais je prépare un doctorat aujourd'hui aussi autour de ces questions qu'on se pose ensemble d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai près de 10 ans d'expérience dans l'accès au marché et de l'évaluation médico-économique. Donc quand on parle, d'impact, on va, se poser la question de définir déjà les impacts organisationnels et plus globalement, la notion d'impact, parce que c'est un terme un peu générique et large au final. Donc la notion d'impact, ça veut dire qu'on va essayer de mesurer, l'effet qui est produit par quelque chose. Donc en gros, on va comparer, soit des produits, soit des scénarios, soit des parcours de soins et à la fin, l'objectif, c'est d'avoir des différences entre ces différents scénarios, ces modifications entre souvent, une approche, théorique et ce qu'on va observer sur le terrain, notamment avec des données lorsque c'est possible. Donc l'impact, que ce soit les impacts environnementaux ou l'impact en efficacité clinique, on évoquera rapidement les impacts, organisationnels, environnementaux en plus ou sociétaux. Ça va bien être l'effet produit par une modification sur, un périmètre à définir. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, de ces impacts appliqués à l'organisation, des soins et au système de santé, on a un socle de base commun qui a été posé, par la Haute Autorité de Santé, via sa cartographie de 2020. Alors c'est un socle commun parce que ça pose des définitions sur, ce que la HAS a appelé des macro-critères, qui sont des critères de processus, de capacité, de compétences, mais aussi des impacts sur la collectivité et les sociétés, avec différents items. En revanche, cette cartographie ne, définit pas des critères et des indicateurs précis pour cette mesure quantitative des impacts, on le verra juste après. Alors les impacts organisationnels, c'est un ensemble de conséquences et de résultats sur le fonctionnement d'une organisation. L'organisation, elle va être modifiée par l'arrivée d'une nouvelle technologie de santé dans ce qui nous intéresse. Il faut comprendre que les impacts, ils peuvent être soit individuels, soit collectifs. Donc, il y a clairement un périmètre à définir au démarrage du projet. Ils peuvent être positifs comme négatifs. L'implémentation d'une nouvelle technologie, ça peut améliorer
les process, les compétences ou les impacts sociétaux, mais ça peut aussi les dégrader. Donc il faut vraiment, faire cette balance et cette somme, des impacts. Il peut y avoir des effets qui sont immédiats ou des effets qui sont différents dans le temps. Donc il y a une notion de temporalité également qui intervient et de la même manière, les effets peuvent être temporaires ou, permanents. Donc toutes ces questions, il faut se les poser au démarrage d'un projet quand on veut évaluer les impacts organisationnels de manière à définir les critères et donc après les indicateurs qui vont être directement corrélés. Heu, Aujourd'hui, on a, un standard, j'ai envie de dire, qui pose, les jalons d'utilisation, des impacts organisationnels à partir de la cartographie. C'est dans le secteur des dispositifs médicaux puisque la CNEDIMS, en 2021, a élaboré dans une note de cadrage, la, possibilité d'intégrer les impacts organisationnels dans ses évaluations et plus précisément, dans l'annexe 8 pour, la demande en LPPR et le produit la demande peut être faite soit dans l'intérêt du produit ou de la prestation, soit dans la démonstration de son intérêt de santé publique, même si la doctrine de la CNEDI, c'est plutôt de considérer que l'impact organisationnel est déjà pris en compte au travers de l'ISP, mais là, l'objectif, c'est vraiment de le documenter. C'est également de le quantifier et d'aller au-delà des périmètres parfois sur de l'organisation des soins lorsque c'est nécessaire. Donc toute cette documentation et cette quantification, elle va être très importante pour que les impacts organisationnels soient considérés comme robustes et donc recevables pour l'évaluation par la Haute Autorité de santé. Donc aujourd'hui, les impacts organisationnels pour nous, ils viennent, s'associer finalement et venir compléter, un niveau d'information qu'on souhaite apporter aux décisionnaires. L'objectif ici, c'est de vraiment avoir un impact organisationnel qui vient s'associer à l'impact budgétaire qu'on développe, énormément et notamment, pour le médicament et pour le dispositif médical à destination des autorités un petit peu plus, nationales, voire territoriales pour d'autres cas. L'idée, c'est d'avoir une information aujourd'hui plus holistique et d'éclairer les décisions avec des prismes aujourd'hui assez différents. C'est, dans les faits, hein, créer, des impacts organisationnels liés à un parcours de soins. Finalement, aujourd'hui, on l'a beaucoup fait avec une valorisation économique qui nous a amené à cet impact budgétaire, mais l'idée avec ces impacts organisationnels, c'est de les considérer comme tels, comme finalement une information qui est porteuse de sens, essentielle pour faire émerger des messages structurants et puis à destination des décideurs nationaux, mais comme le disait Sandrine, aussi territoriaux. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir un modèle qui considère à la fois l'impact budgétaire, mais également des impacts organisationnels, hein, c'est le fameux OBIM finalement, qui vient considérer cette valorisation économique qu'on connaît très bien avec une estimation de l'introduction d'une intervention de santé dans un parcours de soins, dans une prise en charge, avec à la fin l'identification d'un surcoût ou d'une économie apportée. Et puis l'autre segment qu'on vient aujourd'hui de plus en plus développer et qui est à travers cette cartographie demandée de plus en plus par les autorités, c'est la considération de ces impacts organisationnels avec des critères qui sont bien définis et comme l'a précisé Sandrine, avec plusieurs aspects. On parle d'impact sur les processus de soins, avec pour exemple tout ce qui concerne des ressources humaines, des fréquences d'usage des produits de santé, des équipements, aussi bien de la durée, des rythmes d'administration. L'impact sur les capacités et les compétences pour la mise en œuvre des processus, avec des logiques aussi parfois de partage ou de transfert de compétences, par exemple. Et puis l'impact sur les sociétés et la collectivité, avec des logiques plutôt de sécurité sanitaire, voire d'empreinte carbone ou d'empreinte écologique pour aller un petit peu plus loin avec les impacts environnementaux. Donc en préambule, hein, finalement, de tout modèle, on va se poser, 2 questions. Une première question, ce sont les critères, finalement, ce sur quoi va reposer, le modèle. Les critères, ils visent à définir, finalement, des dimensions que l'on souhaite évaluer. Ils servent à définir ce qu'on va mesurer, ce qu'on va évaluer, donc il est vraiment d'un aspect plutôt qualitatif. Il répond à la question: «Qu'est-ce que nous souhaitons évaluer, mesurer?» tout simplement. Associés à ces critères, finalement, ce sont les indicateurs. Cette fois-ci, on vient sur un prisme beaucoup plus quantitatif. Ces indicateurs, ils permettent d'objectiver les critères. Comment le mesurer? Pour exemple, ici, en termes d'impact organisationnel qu'on utilise, hein, nous, dans nos modèles, si on utilise le critère et donc une volonté d'apporter un message autour de l'amélioration du suivi, on peut utiliser un indicateur type que le délai entre deux consultations. Voilà. On peut imaginer tout type d'indicateurs. Ces indicateurs doivent être cohérents par rapport aux critères et aux messages de valeur qu'on souhaite poser. Ces critères et indicateurs, ils sont multiples finalement et
quand on fait des critères autour de l'OBIM, de l'impact organisationnel et budgétaire, ils sont au nombre de 3. Des indicateurs qui vont être plus des indicateurs de processus autour du parcours de soins, de prise en charge du patient, des indicateurs de type économique qu'on connaît assez bien aujourd'hui, et puis des nouveaux indicateurs de type environnementaux. Mais il existe d'autres segments, des critères qui sont déjà existants, des critères pour évaluer les produits de santé, que sont le bénéfice clinique, bien évidemment, hein, qu'on connaît tous. Aujourd'hui, l'expérience patient et des professionnels de santé aussi, qui est de temps en temps de plus en plus développée, l'impact sociétaux et épidémiologique. L'idée de ces impacts organisationnels et budgétaires n'est pas d'atténuer ces bénéfices cliniques, expérience patient, impacts sociétaux, épidémiologiques, mais c'est de venir compléter par des dimensions qui sont aujourd'hui peu investiguées dans le domaine de la santé, mais particulièrement essentielles si on veut avoir un prisme et une dimension plus holistique des produits de santé. Donc, par rapport à ces nouveaux modèles hein, qui viennent merger l'impact organisationnel et budgétaire, finalement, la pierre angulaire, ça reste le parcours. Il est important en préambule de tout projet, hein, finalement, autour de cette question, de définir le parcours de soins. Le parcours, on le définit hein, dans cette logique d'impact, donc de différence entre deux scénarios, avec sans l'intervention de santé qu'on souhaite étudier et avec l'intervention de santé qu'on souhaite étudier. L'idée étant de mettre en exergue ces différences et ces impacts. Autour du parcours, la première pierre finalement qu'on pose, finalement, on va pouvoir identifier ces impacts organisationnels. Vous comprenez assez facilement. Et puis de ce parcours, on va pouvoir le valoriser d'un point de vue économique, et c'est ce qui nous conduit à l'impact budgétaire. Et puis d'un point de vue plus environnemental, avec des indicateurs qui sont différents, qui peuvent être de l'impact carbone ou autre, et auquel cas on peut obtenir de l'impact environnemental. Sandrine en a parlé, au tout début. L'idée ici, c'est vraiment d'identifier, des impacts, comme on peut le dire depuis le début, des effets. Mais ces effets, ils peuvent être donc, basés sur des indicateurs. Ici, on vous a fait une petite liste avec quelques exemples d'indicateurs qui pourraient être pertinents. Ces indicateurs, ils doivent se considérer en fonction de votre parcours, de votre prise en charge, de votre interlocuteur aussi, s'il va plutôt être, national ou territorial, et puis du message que vous souhaitez porter. Donc là, en premier, vous avez du coût annuel par patient pris en charge en euros, par exemple. Donc là, on est tout à fait dans un indicateur de type économique avec une logique d'impact budgétaire. Et puis, on peut aller sur des indicateurs plus organisationnels de type ressources consommées avec des nombres de consultations, médecins spécialistes, médecins généralistes, paramédicaux, toute consultation, ressources consommées pertinentes dans votre cas. Des délais entre deux visites, par exemple, qu'on peut exprimer en jours, en semaines, pour identifier aussi des améliorations en termes de temporalité, de temps médical, paramédical, qui peuvent être intéressants, notamment sur le sujet des établissements de santé, où on sait que le gain de temps et les ressources humaines sont clés aujourd'hui, ou encore du transport lié à des consultations, des hospitalisations. L'idée, c'est bien d'avoir des indicateurs pertinents, spécifiques à la question posée. Il faut néanmoins pas oublier qu'il faut considérer à la fois des effets positifs comme négatifs. C'est toute une balance qu'on souhaite mettre en évidence. Et il ne faut pas en être frustré. Des fois, et aussi l'objectif de ces modèles d'impact organisationnel et budgétaire, c'est de pouvoir modérer le propos. Quand j'entends modérer le propos, prenons un exemple assez simple hein, de compréhension. Vous êtes dans un cas où je modifie la prise en charge, je souhaite améliorer l'état de santé du patient, améliorer le suivi du patient, et ça passe aussi par peut-être une amélioration de sa prise en charge par une augmentation de la fréquence de suivi par le médecin généraliste ou la mise à disposition d'une télésurveillance, par exemple, qui a un coût. Donc d'un point de vue budgétaire, effectivement, l'arrivée d'une nouvelle consommation peut avoir un impact budgétaire assez positif. Dans les faits, c'est aussi une possibilité d'améliorer la prise en charge du patient, de réduire les délais d'intervention et donc avoir des effets aussi positifs. Et donc, ça permet de modérer aussi et d'avoir vraiment un prisme plus holistique de l'intérêt de l'intervention de santé qui sera étudiée et d'apporter finalement des éléments multidimensionnels à la prise de décision.
Alors pour compléter, sur, ce sujet des critères, bien entendu, un des choix qui peut être fait, c'est, l'existence de l'information, ou pas. Et là, comme pour des modèles, coût-efficacité, cost effectiveness au sens plus large, plus basique, bien entendu, on a un panel de sources de données possibles. En général, pour établir les parcours initiaux, comme le disait, Hélène, sur lesquels on travaille, on ne peut pas éviter l'étape de la revue de littérature. Et après, eh bien, ça va dépendre des critères, de la perspective que l'on choisit et puis, des délais et d'un certain nombre de contraintes. Mais il est assez évident qu'aujourd'hui, les impacts organisationnels, sont directement liés aux données accessibles. Donc à minima, revue de littérature, souvent pour compléter, le parcours, qui sont assez peu documentés dans les études cliniques. On a, besoin d'avoir soit accès à des, données, issues de bases de données comme des bases médico-administratives comme le SNDS ou le PMSI. Les registres peuvent aussi être utilisés, parce qu'il y a des informations de fréquence, par exemple, ou de modalités de sortie et de suivi sur la ville. Néanmoins, souvent, sur ces impacts, on est encore obligé de compléter avec des avis, d'experts. Alors, il y a des méthodes pour essayer, de renforcer, l'utilisation des avis d'experts, notamment des méthodes type Delphi Panel, par exemple. Mais il y a clairement, différents niveaux de robustesse sur la donnée que l'on peut utiliser aujourd'hui dans les impacts organisationnels. Sur tout ce qui va être consommation et ressources, de soins, à l'hôpital, on est plutôt bien outillé, il n'y a pas de question à se poser sur la qualité de la donnée. Sur la ville, on sait que déjà, ça devient des fois un petit peu plus compliqué, mais si on veut intégrer des perspectives sociétales comme on le disait, avec, des impacts beaucoup plus larges, la question de la donnée est vraiment, centrale. Et très clairement, il va y avoir des efforts de documentation à faire et un renforcement de la collecte des données, que ce soit dans les registres ou les bases médico-administratives ou les études, de collecte de données primaires en vie réelle pour venir compléter ces items si on veut que, les impacts organisationnels deviennent non opposables en termes de robustesse, liée à la qualité de la donnée. Néanmoins, on a, toujours des moyens, voilà, de compiler un peu l'information, de gérer, l'incertitude aussi autour, des données et des paramètres que l'on choisit, dans l'analyse des impacts budgétaires ou, des OBIM pour concilier ces impacts avec des impacts, organisationnels. Mais il y a clairement un travail aujourd'hui pour enrichir, la qualité sur certains critères et perspectives et puis créer petit à petit des surfaces de lecture et des bases, de données de connaissances autour des impacts, organisationnels et des sources de données à utiliser. L'autre point à garder en tête et j'ai envie de dire, ça devrait être un processus, itératif et permanent au final, dans toute modélisation, mais comme on est dans une réflexion, sur des processus et du soin, donc on est sur quelque chose au final de très pragmatique, dans la définition des indicateurs. On est basé sur de l'empirique vu qu'on travaille sur, des parcours. Eh bien, réconcilier et valider, régulièrement dans le modèle, pas uniquement à la fin, les différentes attentes entre, la validation du besoin, est-ce qu'on répond bien avec nos indicateurs que l'on pose, au processus de soins que l'on est en train d'analyser? Est-ce que les données que l'on utilise, notamment issues de la vie réelle, vont permettre de faire cette validation opérationnelle en lien entre sources de données et indicateurs, théoriques? Donc il y a vraiment une logique d'ingénierie à mettre en place dans le cycle, d'amélioration de la qualité autour du modèle, autour des données pour s'assurer qu'à la fin, le modèle, qui soit une utilisation nationale ou une utilisation, terrain, soit bien, en relation avec l'objectif initial et surtout qu'on ait fait des choix sur les données et les sources de données, cohérents. Donc il y a une réflexion à mettre en place qui est assez, intéressante et c'est vrai que sur les projets et les exemples qu'Hélène va vous présenter, après, la réflexion au final de reposer des parcours qu'on prend souvent pour acquis, y compris les professionnels, extrêmement intéressante et ces étapes de validation permettent souvent d'objectiver des choses qu'on pense, voilà, on se dit: «On connaît», mais en fait, au final, on s'aperçoit qu'il y a des modulations autour de cette connaissance et ce qu'on prend pour acquis.
Et comme le disait Sandrine, alors on a quelques cas, j'ai envie de dire, on développe quand même pas mal d'OBIM aujourd'hui. Ici, c'est un exemple d'OBIM, un OBIM qui a été publié, d'ailleurs, que vous retrouverez en publication au Journal of Medical Economics. L'idée ici, c'était d'étudier aussi l'utilisation d'une nouvelle stratégie de centrifugation et de transfusion sanguine à perspective hospitalière. Donc, c'était un modèle qui a été développé, pour exemple, ici dans le cadre d'un référencement à l'hôpital de cette nouvelle machine. Et l'idée, c'est une nouvelle machine qui permet d'épargner aussi l'utilisation de produits sanguins labiles venant de donneurs externes aux patients. Donc, c'était un objectif vraiment de démontrer ici finalement l'usage et la pertinence d'utiliser cette nouvelle transfusion, hein, qui est une innovation pour le coup, qui était déjà utilisée en partie dans les hôpitaux, mais qui souhaitait avoir finalement une échelle un petit peu plus importante. Et donc, on a utilisé dans le cadre, hein, c'est vraiment un exemple, à la fois des données issues du terrain et à la fois des données issues de la littérature. Alors, issues du terrain, finalement, quoi repose ce modèle? Des données issues des files actives, etc., qui ont été moyennées, agrégées, et puis issues de la littérature, par exemple, parce que c'est des données qu'on n'a pas et qui sont très dépendantes d'un établissement à un autre, d'un patient à un autre, c'est les données issues du nombre de culoglobulaires, du nombre de plaquettaires qui sont utilisés dans le cadre de la transfusion sanguine et dans le cadre de la chirurgie cardiovasculaire. Donc, l'ensemble de ces données nous ont permis de créer des scénarios, finalement, pour pouvoir démontrer de la pertinence à la fois budgétaire et organisationnelle de cette nouvelle transfusion. Comme exemple, hein, en termes d'indicateurs organisationnels, on a considéré du temps IDE, par exemple. Alors, effectivement, on est dans un cas de chirurgie, donc avec une ressource humaine en termes d'IDE et de médecins important. Ici, l'idée était d'objectiver le fait que l'usage d'une diminution, en tout cas une diminution des poches utilisées dans le cadre de la chirurgie, permettait aussi, d'une manière assez exploratoire, hein, malgré tout, il faut le dire, et relative, de diminuer du temps d'infirmière, du temps de médecin. On a aussi investigué la durée de séjour en unité de soins intensifs, par exemple, et ces quelques indicateurs, alors, pas le temps IDE en toute transparence, mais les durées de séjour en unité de soins intensifs, reposaient également sur des données issues d'un registre qui avait été développé dans le cadre de cette mise à disposition de cette nouvelle technologie. Donc voilà, donc, des choses qu'on peut faire, on peut le faire. Alors nous, ce qu'on a tendance à faire également, et ça c'est un sujet qui prend de plus en plus de place et qui intéresse beaucoup aussi les acteurs sur le terrain, c'est de pouvoir créer des modèles dans lesquels on peut générer les propres scénarios. Donc ici, hein, l'idée, c'est d'avoir, et vous voyez hein, cette trame à gauche, c'est votre scénario testé, c'est d'inviter finalement les acteurs à saisir leur propre scénario avec leurs propres données qu'on ne collecte pas hein, forcément, pour le coup, qui leur est spécifique. On leur partage le modèle, on leur présente le modèle, et eux se saisissent de ce modèle pour vraiment avoir leurs propres résultats. Donc, dans ce modèle, ils peuvent modifier beaucoup de paramètres, leur file active, finalement, le nombre de CGR, si finalement ils arrivent à le suivre en interne, en intra-établissement, le nombre de plaquettes par patient, etc. On leur laisse la main, finalement, libre pour pouvoir générer leur propre scénario et que les résultats fassent sens par rapport à leur pratique. Donc ça, c'est vraiment un exemple qu'on vous partage qui a été rendu public et pour lequel on n'a pas de souci. Donc il a fait l'objet d'un article scientifique hein, publié et d'un poster e-sport. Donc c'est celui qui vous est présenté à gauche. Si vous êtes très intéressé par ce sujet, on pourra vous le partager bien évidemment. Et puis un autre sujet, enfin très lié, hein, mais un autre travail qu'on a réalisé sur les derniers mois, c'est aussi un état de l'art, un état des lieux finalement de ces modèles d'impact budgétaire organisationnel qui ont été développés et publiés en Europe autour des produits de santé entre 2014 et 2024.
C'est aussi un poster qui a été présenté à l'e-sport et donc on partage ici quelques résultats qui pourront peut-être vous intéresser. Alors, ce qu'on observe entre 2014 et 2024 en Europe sur ces domaines finalement d'évaluation, alors il faut noter peut-être un biais aussi de publication hein, sur ce type de modèle. Tout le monde ne publie pas aujourd'hui dans des revues scientifiques. Cette revue de littérature a été réalisée via PubMed, donc on a peut-être effectivement un petit biais de publication. En tout état de cause, aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres, on a pu mettre en évidence, plus de 50 évaluations, des produits de santé qui, considèrent des évaluations de type, impact budgétaire ou analyse économique, des évaluations de type impact organisationnel ou des évaluations qui viennent merger, l'impact organisationnel et budgétaire avec ce que nous on appelle des OBIM. Plus spécifiquement, on retrouve ce type d'évaluation pour du médicament. Aujourd'hui, on aurait tendance à penser que l'EDM fait aussi l'objet, de pas mal de modélisation, de type organisationnel et budgétaire. Toutefois, effectivement, dans la littérature, on retrouve particulièrement des, évaluations autour et des modèles autour du médicament. Si on regarde cette fois-ci un peu plus dans le détail, finalement, les pathologies, les aires thérapeutiques les plus concernées, alors elles sont assez liées finalement à ce qu'on retrouve dans l'évaluation des produits de santé, même au niveau de la HAS. On retrouve particulièrement l'évaluation sur l'onco-hématologie, la rhumatologie, la gastro-entérologie, l'infectiologie et l'ophtalmologie. Si on regarde cette fois-ci un petit peu plus en termes de temporalité, finalement, de chronologie des faits sur les dernières années, si on s'attarde particulièrement à l'impact organisationnel ou l'impact organisationnel accompagné des impacts budgétaires, cette fois-ci, on voit finalement une évolution, alors toute relative au vu du nombre, d'articles sélectionnés et d'évaluations, hein, 9 sur ce premier graphique, cette figure 4 que vous voyez. Mais on voit quand même une augmentation relative, d'un point de vue descriptif, hein, de ce nombre d'évaluations, qui voient de plus en plus le jour. Particulièrement, on voit des publications en France, en tout cas françaises, en 2022, dès 2018 d'ailleurs, sur dispositif médical dans la pneumologie, puis en 2022, hémophilie pardon, et infectiologie, et puis en 2023, également 2, particulièrement pour la France. L'autre pays qui aujourd'hui publie sur ce segment-là, c'est aussi l'Italie, particulièrement, avec de l'ophtalmo et de la pneumologie, et qui ont fait l'objet d'études de type impact organisationnel et budgétaire. Particulièrement, et une fois de plus, sur du médicament de plus en plus ces dernières années. On voit malgré tout que c'est un élément qui reste à développer, malgré les attentes des autorités de santé, hein, comme on disait en préambule de ce petit webinaire finalement, avec les attentes de la HS, notamment au niveau de la cartographie des impacts organisationnels, de la CNEDIMS, qui s'exprime sur la volonté d'avoir de l'impact organisationnel argumenté, justifié. Aujourd'hui, on voit que ça se développe, mais ça reste un élément aujourd'hui relativement rare et qui pourtant apporte beaucoup de sens. Beaucoup de sens, notamment quand on regarde les critères organisationnels qui ont été considérés dans cette revue de littérature et dans ces modèles qui ont été utilisés. Ce sont des critères finalement qui retournent autour de 3 impacts. L'impact sur la prise en charge, l'impact sur les acteurs en tant que tels et l'impact beaucoup plus sur la société. Quand on regarde particulièrement, et c'est ce qu'on retrouve le plus finalement, c'est encore ces impacts autour de la prise en charge, avec particulièrement les ressources consommées et les ressources autour de l'hôpital, avec finalement cette réhospitalisation, éviter ou non ce passage aux urgences qui est un élément clé et qui est un impact organisationnel qu'on retrouve, j'ai envie de dire, le plus souvent, le plus fréquemment dans ces impacts organisationnels et impacts organisationnels et budgétaires. Donc pour conclure et synthétiser, cette présentation, alors j'ai vu qu'il y avait une question, hein, dans la conversation, on va y répondre après et vous avez le Q&A également à disposition, et voilà, la question a été transposée dedans, donc il y a pas de souci, on va la prendre. Un petit point de méthodologie sur la manière dont on procède, pour travailler les impacts organisationnels et
ça répond partiellement à la question, hein, que vous avez posée sur le lien de causalité et le contrôle des facteurs convenants. On n'est pas dans une étude clinique ni épidémiologique, donc on travaille à partir de plusieurs sources de données, et donc il y a toute une méthode, pour construire le modèle, puisqu'on est bien sur une modélisation. D'abord, comme on disait, trouver les éléments de comparaison, savoir quelle stratégie, quel parcours de soins on va introduire et quel scénario on compare. Est-ce que c'est avec, sans, avant, après, ou quel est le moment de la modification de décision que l'on prend? Définir, là c'est un standard sur les populations. Est-ce qu'il faut intégrer des sous-groupes? Comment on travaille la dynamique épidémiologique et l'évolution également dans la maladie? Ensuite, on décrit le parcours et c'est à ce moment-là également qu'on va, pouvoir rentrer dans le niveau plus fin, des critères, mais pas avant au final. Souvent, on a envie d'aller un peu tête baissée sur, la définition des critères, mais si on ne se pose pas ces questions au préalable, on va être, gêné, on va refaire une partie du travail. Si on veut, en plus de la description des impacts organisationnels, intégrer l'impact budgétaire qui est lié à ces modifications, ben, on va travailler sur la notion de coût et on travaillera après seulement sur la partie structuration des modèles et intégration des données qui ont été collectées avant d'attaquer l'analyse des résultats. Donc on a voilà, c'est une approche, j'ai envie de dire, pas à pas qui suit, ben, des éléments issus de la cartographie, des éléments issus, du guide, de bonnes pratiques sur les impacts budgétaires et puis plus globalement sur, la modélisation médico-économique. Hélène, si tu peux passer. Merci. Du coup, en l'état, aujourd'hui, je crois qu'il y avait une question sur les usages. Hem On a, des cas d'usage assez, variés sur l'utilisation, des impacts, organisationnels. Effectivement, il y a un premier sujet qui est, autour des produits de santé, que ce soit un médicament, un dispositif, médical ou un dispositif, numérique, également, hein. Le périmètre, j'ai envie de dire, ne change pas. La question va plutôt être: qui va l'utiliser? On a vu en introduction que, pour les DM numériques et pour, les DM classiques évalués par la CNEDIMS, il y a effectivement cette opportunité aujourd'hui de faire reconnaître, les changements organisationnels introduits, par une nouvelle technologie de santé. Sous doctrine, j'ai envie de dire, de la Haute Autorité de santé, donc sous réserve aussi de la qualité des données et des critères qui sont saisis. Côté médicaments, c'est moins clair et très clairement, il faut des travaux et il faut, pousser, ces éléments pour que petit à petit, il y ait une intégration, une prise en considération également de ces impacts côté médicaments. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les premiers usages et là où on a eu le plus de questions, ça a été du côté des acteurs hospitaliers et notamment, des décideurs pour les marchés publics, puisque pour un certain nombre de marchés, complexes, principalement, certains, innovants, les centrales d'achat comme, les décideurs hospitaliers, les achats, on travaille sur le sujet avec, voilà, les fédérations hospitalières, également, se posent la question de la démonstration de la valeur dans une perspective hospitalière qui les intéresse davantage, qu'une perspective payeur ou collective et eux, pour le coup, c'est très pragmatique au final les impacts organisationnels, pour eux. D'où l'exemple, que l'on a donné, sur la technologie, SEIM que l'on a évaluée et avec les limites que vous évoquez, on n'est pas en étude clinique. Il n'y a pas de randomisation, c'est plusieurs sources de données. Donc on ne peut pas contrôler, les biais du tout de la même manière, sauf si on intègre dans le modèle d'impact, organisationnel, des données par exemple issues du SNDS ou de données, voilà, patients qu'on peut, dans ce cas-là davantage, contrôler. Mais c'est clairement une limite et surtout on ne cherche pas à démontrer une causalité. On observe des changements dans les parcours et on interroge en fait l'organisation des soins sur ces changements. Donc bien entendu et j'ai vu qu'il y avait des questions sur les impacts environnementaux et on va y répondre, un peu en détail après. Pour travailler sur les impacts environnementaux dans les parcours de soins, identifier les changements organisationnels, c'est clairement un préalable parce qu'on ne peut pas savoir si, changer du transport, réduire des consommations d'eau ou d'électricité, ça a un impact si on n'a pas au préalable identifié vraiment de manière fine ces changements organisationnels. La logique dedans et un des intérêts de réfléchir sur, ces impacts organisationnels, ça va être d'approcher la valeur de la technologie de santé sur d'autres critères que le bénéfice clinique
ou la partie coût-efficacité au sens HS. Donc, on va bien démontrer qu'il y a un impact, notamment au niveau de l'organisation des soins et en conséquence sur les dépenses de santé, sur des critères plus classiques d'impact budgétaire. Mais ça donne une vision plus large de cette démonstration de valeur. Le deuxième point, c'est que comme on travaille des perspectives différentes, eh ben, on intègre aussi toutes les parties prenantes de l'écosystème en santé. Et donc, c'est assez porteur auprès des professionnels de santé qui se retrouvent bien dans ces discussions très pragmatiques de changement de leur protocole de soins et de processus de prise en charge des patients. Et c'est un nouveau vecteur aussi de diffusion de l'information sur les bonnes pratiques, les changements organisationnels et de parcours à mettre en place, notamment dans le cadre de diffusion de nouvelles technologies. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et on va prendre les questions dans le chat. Peut-être Hélène, si tu veux qu'on revienne sur la slide intro. Donc, je les prends dans l'ordre. Sur le principe, j'ai essayé de répondre de causalité et de contrôle des facteurs confondants. Comme je le disais, il ne faut pas se tromper de périmètre ni d'objectif de recherche. On n'est pas du tout dans une démonstration de causalité et les données aujourd'hui qu'on utilise ne nous permettent pas d'avoir ces éléments de discussion. On est vraiment sur l'exemple qu'on vous a donné, parce que je pense que la question venait de là, sur la perception des professionnels qu'ils ont quand ils utilisent une nouvelle technologie, sachant que tout ce qui est modification dans les parcours de soins est aujourd'hui très peu documenté, et en particulier les modifications dans les protocoles et prises en charge intra-hospitaliers. Il n'y a pas de base de données, il n'y a quasiment aucune étude pour quantifier, et c'est ça qui nous permettrait du coup de mieux contrôler de possibles facteurs confondants. Alors, je prends les questions. Est-ce que, si vous voulez, lever la main pour poser vos questions, il n'y a pas de souci, on activera les micros si vous êtes à l'aise, sinon je les prends dans le chat. Donc la question sur les critères dans l'évaluation HS et CT, on l'a vu. Est-ce qu'on peut intégrer ces logiques environnementales ou dans l'éco-soin? Oui, bien sûr, ce que j'ai en conclusion, c'est vraiment la première étape préalable avant toute réflexion sur les impacts environnementaux, bien qu'après, il y a d'autres réflexions sur les autres sources, les sources de données pour faire ces impacts environnementaux et les méthodes de transformation des impacts organisationnels en impacts environnementaux. Il y a des questions, alors par contre, elles sont dans la conversation. Je te les ai mises dans le Q&A. OK. Comment les sociétés savantes considèrent-elles ces éléments d'impact organisationnel? Est-ce qu'elles les intègrent dans leurs recommandations? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je dirais plutôt non, dans le sens où les sociétés savantes ne sont pas totalement à l'aise sur la démonstration des impacts organisationnels, notamment parce qu'on manque encore de publications, de références et de recommandations de bonnes pratiques. Et l'intérêt, c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce webinaire, c'est de prendre conscience en fait que ces impacts, ils existent, qui sont aujourd'hui pas suffisamment documentés et qu'ils ont leur place dans la démonstration de valeur d'une technologie de santé. Et je pense que c'est en mettant ce cercle vertueux et cette courbe d'apprentissage, et si les sociétés savantes peuvent prendre part à la discussion, à apporter leur contribution, ça sera encore plus rapide, mais c'est avec cette courbe d'apprentissage et ben, qu'on pourra intégrer, notamment dans les décisions d'évaluation HS, les impacts organisationnels comme des critères et une valeur à part entière. On a une autre question de Isabelle. Est-ce que le ratio coût d'une étude impact-bénéfice attendu est favorable? Elle est aussi Alors, ouais, je suis pas sûre si la question c'est est-ce que faire une étude débloque des situations derrière? Je pense que vous avez peut-être vu, il y a eu un travail des équipes de View sur la prise en considération dans un avis CNEDIMS pour un dispositif médical des impacts organisationnels. Donc, il y a vraiment une mention sur les changements qui sont introduits. Comme je le disais, côté médicaments, pas encore. Et puis, toute la question qui vient derrière, c'est comment on transforme ces mentions dans côté HS en prix. Aujourd'hui, clairement, ce lien-là n'y est pas encore. En revanche, les autres exemples qu'on vous a apportés sur le terrain, sur des autres niveaux de décision,
On sait bien que dans les dossiers de référencement maintenant pour les achats hospitaliers, il y a des demandes de référence sur les études économiques. Là, très clairement, on a pu voir des situations se débloquer pour des référencements dans les centrales d'achat ou des décisions, d'achat, hospitaliers. Donc je pense qu'il faut encore pour l'instant le raisonner un peu à 2 niveaux. Mais là, oui, on a des impacts qui sont positifs et donc les investissements qui ont été faits par les industriels pour, déployer l'étude, clairement ont suivi. Il y a une question sur, le fait que, effectivement, que quand on intègre en général un dispositif, on génère un coût supplémentaire pour le payeur. Alors oui et non, parce qu'on a quand même des études où l'impact budgétaire est négatif, donc dans ce cadre-là, on parle de cost saving et c'est bien l'intérêt de ne pas considérer uniquement le prix, de la technologie, mais aussi les consommations de ressources qui sont évitées. Et c'est aussi l'objectif d'élargir sur les impacts organisationnels, parce que dans les impacts budgétaires, on a une vision très restreinte, au final, des impacts. Hélène l'évoquait, on prend souvent la réduction, enfin, la fréquence et le coût de l'hospitalisation, des consultations évitées, mais c'est un tout petit bout de la fenêtre, en fait, des impacts organisationnels et de la valeur du produit. Donc ça, c'est le premier point, c'est que ça permet d'élargir, au final, la considération des critères et des changements induits. Tous n'ont pas des impacts budgétaires d'ailleurs, et tout ne se transforme pas en impact budgétaire. Il faut considérer en fait que je pense que tout le monde est à peu près à l'aise sur la notion d'impact budgétaire pour une perspective d'un payeur, mais en fait les impacts organisationnels ne s'additionnent pas, ils sont dans des unités différentes. Ils servent vraiment à décrire dans un processus où est-ce qu'il va y avoir des leviers et des enjeux organisationnels. Et je pense que c'est un élément de réflexion qui manque aujourd'hui sur les innovations technologiques. On évalue le bénéfice clinique, on évalue le coût et efficacité, on a des négociations de prix, mais la transformation dans l'organisation des soins, elle est beaucoup moins prise en compte, beaucoup moins documentée. Donc au final, même quand on dit qu'on va réaliser des économies sur les hospitalisations, comme on ne documente pas bien la logique procédure derrière, on ne sait pas trop ce qu'il faut changer en termes de métier, d'organisation, de protocole ou autre. Alors j'essaye de suivre, la démarche d'évaluation, qui rappelle les expérimentations article 51. Oui, c'est un long chemin, c'est ce que je disais, on est au début, mais je pense que les articles 51, pour faire le parallèle, ont eu le mérite d'enclencher des réflexions sur d'autres critères que le bénéfice clinique au sens, HAS et donc vraiment d'élargir ce prisme et ce parallèle, hem, sur la valeur et sur le type de critères à considérer. Par contre, on a vu dans quelques, décisions récentes HAS que, il y a un décalage de vision sur comment conduire de l'expérimentation terrain et la réappropriation après, par une autorité d'évaluation. Donc je pense que, tous ces cas sont des cas, d'apprentissage sur lesquels il sera intéressant de faire, des retours d'expérience et des partages d'expérience entre des porteurs de projets, des évaluateurs, article 51 et la Haute Autorité de Santé également et des industriels ou des équipes académiques qui auraient pu faire des travaux. Comment prendre en compte les prérequis organisationnels permettant de produire l'impact dans un deuxième établissement? C plutôt la Vincent, je pense que ta question, c'est sur la diffusion de la technologie et éventuellement une notion de coût marginal ou de niveau d'effort à produire pour déployer ça. C'est une bonne question, dans le sens où aujourd'hui, sur les impacts organisationnels, effectivement, on le fait plutôt sur une seule perspective, et que, si on le passait en perspective sociétale, pardon, pour le coup, je pense que oui, il y a une courbe d'apprentissage à intégrer. Alors, je suis pas certaine que ça change sur le niveau du critère organisationnel, lui-même, mais en revanche, sur la temporalité de diffusion et peut-être un multiplicateur, en fait, de l'effet, oui, là, clairement, il y a quelque chose à considérer et on pourrait, imaginer une courbe d'apprentissage sur les impacts organisationnels comme on en a aujourd'hui sur des gestes techniques ou des procédures qui, d'ailleurs, sont documentés pour le dispositif, médical. Comment le passer et monter en généralité? Hem, on est à une étape d'apprentissage. Je pense qu'il faut, construire la documentation et créer du dialogue entre les différentes instances qui pourraient
vraiment diffuser sur des bonnes pratiques, que ce soit côté HAS ou dans les guides d'achat. Il y a une partie acculturation. Et c'est vrai qu'on essaye de le diffuser aussi dans les masters dans lesquels on intervient. Exactement. Merci, Maria, et la notion, de scale-up sur les critères, lors de la diffusion. Donc je pense que le sujet et ce qu'on a voulu marquer aussi par ce webinaire, c'est, saisissez-vous, vous aussi, hein, dans vos différentes, organisations et instances du sujet. Il faut acculturer. Il y a 15 ans, on ne connaissait pas l'évaluation médico-économique. On a mis en place des guides méthodologiques. On a structuré les impacts budgétaires qui maintenant sont bien compris. L'étape suivante, je pense que c'est les impacts organisationnels. Et le gros intérêt, c'est que maintenant qu'il y a ces jalons méthodologiques qui sont quand même bien appropriés par l'ensemble de la sphère, travailler sur la partie processus et déploiement dans l'organisation des soins, c'est au final presque la marche la plus simple, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai pris toutes les questions. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? En tout cas, j'espère que voilà, cette session a répondu à vos questions. En tout cas, a priori, elle a généré de l'intérêt parce que tous les inscrits se sont connectés ce matin. Et puis, voilà, la balle est un peu dans votre camp, comme je le disais en conclusion. On ouvre un sujet, on pose des méthodes, saisissez-en, on sera ravis d'en discuter avec vous. On va diffuser un replay. Je vous invite à aller sur notre site internet pour vous inscrire sur toutes nos infos, actus et petites newsletters qu'on va mettre en place, pour que d'un point de vue RGPD, vous puissiez tout recevoir facilement également. Et merci pour toutes les réactions que je vois à distance. Très bonne journée et à bientôt.